Merci. Alors, mesdames et messieurs, la démarche du MPEP peut se résumer dans ce dessin. Si vous regardez attentivement le contenu de ce dessin, vous verrez le fond de la démarche du MPEP. Je ne sais pas si sur le tract qui a été distribué, ben voilà, donc vous pouvez vous reporter au document qui a été remis sur votre chaise. Voilà la raison fondamentale de notre présence. Que voit-on sur ce dessin? On voit un balai. On voit un balai et un balai en action qui est en train de faire son œuvre, c'est-à-dire de balayer, et de balayer le Parti socialiste, évidemment, l'UMP, évidemment, le Front National, bien sûr, le Front de gauche, les Verts. Pourquoi balayer tous ces partis politiques? Parce qu'ils ont une responsabilité écrasante dans le blocage de la situation en France. Une responsabilité qui est différente, bien entendu. Le Parti socialiste et l'UMP ont une responsabilité de gouvernants. Ils ont gouverné en alternance le pays depuis des décennies et on voit le résultat dans lequel ils ont laissé le pays. Le Front National a une responsabilité, il n'a pas gouverné, mais il développe une mystification sur tous les sujets. Bien sûr, sur la sortie de l'euro et de l'Union européenne, le Front National fait semblant de vouloir sortir de l'Union européenne et de l'euro. Quand on étudie sérieusement ces différentes déclarations contradictoires, quand on regarde le contenu de son programme, ben on s'aperçoit qu'il ne veut pas sortir de l'euro en réalité. Même si, quand on écoute la télé ou la radio, Marine Le Pen dit qu'elle veut sortir de l'euro. Elle le dit. Mais ce qu'elle oublie de dire à la télé et ce qui est marqué dans les tracts et dans le programme du FN, c'est qu'elle veut sortir de l'euro de manière progressive et groupée. C'est-à-dire qu'en réalité, le Front National veut négocier la souveraineté de la France avec Bruxelles. C'est ça la réalité. Quant au Front de gauche, l'impasse dans laquelle il s'est placé lui-même et de laquelle il ne sortira pas, est liée essentiellement à son refus obstiné de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de prendre des mesures protectionnistes pour résoudre la crise. Tous ces gens-là se tiennent par la barbichette. Et c'est bien un coup de balai qui doit intervenir à l'occasion de ces élections départementales. Alors, pour qui voter? Ben non, il n'y a personne pour qui voter, sauf exception. Sauf exception, les candidats du MPEP, bien sûr, et quelques candidats qui peuvent représenter, à titre individuel ou représentant des petits groupes, une alternative au système, des candidats anti-système. Sinon, c'est le vote blanc. Il faut se déplacer, mais il faut voter blanc. Il faut qu'il y ait une sanction sévère de cette classe politique qui nous mène à l'impasse. Telle est la raison pour laquelle nous sommes candidats. Nous faisons un test électoral. Nous sommes un parti politique qui est nouveau et précisément notre jeunesse de parti politique doit encourager les citoyens à donner leur chance à ceux qui veulent précisément briser le système. Il faut bien que certains avancent dans cette direction. Et donc nous sommes là. Nous sommes présents dans quelques cantons en France pour tester notre capacité à nous mobiliser, pour tester la réaction des électeurs à des candidatures comme les nôtres et à vérifier que les idées que nous développons sont en phase avec celles du peuple. Et ce que nous disent les camarades qui font la campagne sur le terrain, c'est qu'en effet,
les personnes qu'il rencontre, les citoyens qu'il rencontre, sont dans une proportion très importante en phase avec ce que nous disons. Voilà pourquoi nous nous présentons. Cette élection, pour nous, elle a 4 enjeux. 4 enjeux, dont le premier est de faire des conseils généraux, des conseils départementaux maintenant, puisque la terminologie a changé, en faire des points de résistance, des lieux de résistance à l'Union européenne et à la désintégration de la nation et de la République face aux réformes euro-territoriales. Pourquoi ce premier enjeu? Parce que ce qui est en cours, c'est une réforme qui vise, ça a été dit à l'instant, qui vise à faire disparaître la France, pas simplement faire disparaître les départements, pas simplement faire disparaître les communes. Ce qui est en cours par Bruxelles, par le Parti socialiste, par la droite, avec la complicité active des Verts et la neutralité bienveillante du Front de gauche, c'est de faire disparaître la France. C'est-à-dire de faire disparaître un pays dans lequel le peuple, dans son histoire, a toujours exprimé sa souveraineté, s'est toujours mobilisé. Un pays dans lequel le peuple est debout. Eh bien, c'est cela qu'il s'agit de briser par les oligarques européens et leurs complices en France. Cette opération est une opération de division du peuple. Il s'agit de diviser le peuple et de faire en sorte que les citoyens, à l'image de la société à laquelle croient les socialistes et la droite, c'est-à-dire une société de concurrence, eh bien que les citoyens se mettent en concurrence au travers des territoires, concurrence entre les communes, qui vont disparaître aussi d'ailleurs, concurrence entre les départements, concurrence entre les régions, entre les métropoles, entre les super-régions, concurrence généralisée, concurrence entre les salariés. Et l'objectif donc de cette entreprise de démolition de la France, c'est de permettre au marché de n'avoir plus aucune entrave, quelle qu'elle soit, ni dans le droit, ni dans les institutions, ni dans les consciences qui auront été balayées de tout scrupule ou de toute distance vis-à-vis du totem qu'est la marchandise pour ce système. Et c'est donc la porte ouverte aux firmes multinationales, parce que tel est l'objectif. Tous ces gens travaillent pour permettre aux sociétés multinationales d'accéder le plus directement possible au marché sans la moindre contrainte. Donc pour l'ENPEP, logiquement, les départements pourraient être, je dis bien pourraient être, un point de résistance s'il y avait des résistants. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de résistants face à ce système et que l'enjeu précisément, le premier enjeu de cette élection, c'est de trouver dans la population des personnes, des petits groupes qui vont s'ériger en résistants, qui vont se présenter et agir pour résister et peut-être trouver obtenir auprès du peuple le soutien qu'il mérite pour renverser la situation. Alors, nous, ce que nous demandons, c'est de rester français, c'est de rester avec la souveraineté de la France, c'est de rester avec l'organisation issue de 1789, de la Révolution de 1789, une organisation politique et administrative en 3 niveaux, la nation, le département et la commune. Ce sont les niveaux pertinents pour la démocratie de proximité, pour les institutions, pour tenir compte des besoins de la population. S'il faut éliminer
des structures administratives, certains parlent du millefeuille administratif, nous voyons très bien les deux structures parfaitement inutiles et même nocives qu'il faut éliminer, c'est la région et l'Union européenne, qui sont des sources de coûts absolument colossales. Il faut démanteler, faire disparaître, rayer de la carte les régions et l'Union européenne. Voilà donc le premier objectif, le premier enjeu de cette élection départementale, faire des départements des points de résistance à l'Union européenne et à sa volonté de détruire la France avec l'action active des forces politiques principales de notre pays. Deuxième enjeu de ces élections départementales pour nous, c'est d'infliger une défaite historique au Parti socialiste et à ses différents satellites, les Verts, le parti, le PRG, le parti, je ne sais plus ce que ça veut dire, parti radical de gauche, et puis quelques menus frottins. Alors, tous ces gens-là, mais quand on regarde ce qu'ils ont fait ces dernières décennies, ce sont eux qui ont été les plus actifs dans la transformation de notre pays avec le soutien actif, la promotion du néolibéralisme. Toutes les réformes, comme on dit, néolibérales, les principales réformes néolibérales, ont été déclenchées par le Parti socialiste. Ils ont commencé en 1982 et ils n'ont plus jamais cessé de transformer notre pays dans le sens de son adaptation aux exigences des firmes multinationales de la mondialisation néolibérale. On le voit avec le gouvernement Hollande, qui provoque une catastrophe sociale. Plus de 600 000 chômeurs depuis l'élection de M. Hollande en 2012. On annonce, les prévisions les plus officielles annoncent 100 000 chômeurs de plus en 2015. La droite et le Parti socialiste se passent la balle. Les alternances entre l'un et l'autre ne font qu'aggraver un peu plus à chaque fois la situation des classes populaires et des classes moyennes. Et il faut donc que les choses soient clairement énoncées. Le Parti socialiste est le parti le plus efficace au service de la défense des intérêts des classes dominantes. Il est beaucoup plus efficace que la droite, parce qu'il arrive à faire passer des choses que la droite n'arrive pas à faire passer. Troisième objectif, troisième enjeu de cette élection, c'est bien sûr de sanctionner la droite, l'extrême droite, mais aussi le front de gauche, pour des raisons différentes. Alors commençons par la droite. Évidemment, si nous disons qu'il faut sanctionner, infliger une défaite historique au Parti socialiste, c'est pas pour permettre à la droite de gagner, bien entendu, parce que la droite porte également une responsabilité très importante, essentielle dans la situation. On ne peut donc pas voter pour le Parti socialiste et ses satellites, mais on ne peut pas non plus voter pour la droite. C'est l'évidence même. Et d'ailleurs, les électeurs qui s'apprêtent, d'après les sondages, à sanctionner le Parti socialiste, et ils ont raison, là, on ne peut pas les suivre dans les votes qu'ils vont accorder à la droite. Parce que la droite porte la même responsabilité. Il y a donc une confusion politique dans ce pays. Et on ne peut pas passer comme ça d'un vote PS à un vote de droite pour sanctionner l'un et puis sanctionner l'autre. Il n'y a pas de fin à ce jeu-là.
Ce sont les deux qui doivent être sanctionnés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voter ni pour le PS, ni pour la droite. Il reste le Front National. Le Front National, on voit que depuis quelques jours, les dirigeants du pays, le président de la République, le Premier ministre, ont décidé de le placer au centre de la vie politique française et au centre des élections. Ce sont les socialistes qui placent le Front National au centre du débat. Ils présentent le Front National comme un danger, même physique. Valls a dit qu'il avait peur, mais c'est un cinéma que tout le monde doit décrypter, parce que ce sont bien les socialistes qui ont fabriqué de A jusqu'à Z le Front National. Ce sont les socialistes qui l'ont fabriqué. Pourquoi ont-ils fabriqué le Front National et quand ont-ils fabriqué le Front National? Ils ont fabriqué le FN en 1984, 83, 84. Pourquoi? D'abord, c'est assez simple à regarder, à comprendre quand on regarde les chiffres électoraux, les résultats électoraux. Il y a en 1979 la première élection européenne. Le Front National, avec le père Le Pen, présente une liste. Cette liste obtient, je crois, 0,3% des voix. Un score insignifiant. Il y a ensuite, en 1984, une seconde élection européenne. Et là, le Front National obtient 9% des voix. Et il ne cessera plus, avec quelques hauts et quelques bas, il ne cessera plus de progresser. Les sondages lui donnent en ce moment jusqu'à 32%. Mais, bon, c'est une élection qui compte pour du beurre, hein, une élection départementale. Surtout que les départements sont prévus pour disparaître en 2020. Bon, mais que s'est-il passé entre 79 et 84 pour que le Front National passe de 0,3 à 9%? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi autant de gens sont-ils passés de l'ignorance totale du Front National à un vote en faveur du Front National? Eh bien, il s'est passé la rupture du Parti socialiste, c'est-à-dire la trahison, en quelque sorte, le plan de rigueur que le Parti socialiste a décidé en 1982. Je vous rappelle, en 81, victoire de Mitterrand, mise en œuvre d'un certain nombre de réformes modestes, mais qui auraient pu avoir une suite. Et finalement, cette politique, disons, néo-keynésienne, centrée sur la relance de la demande, la création d'emplois publics, l'augmentation d'un certain nombre de revenus, les pensions de retraite, allocations chômage, le SMIC. Cette politique ne donne pas les résultats attendus. Le chômage ne baisse pas. L'inflation continue à augmenter. Et surtout, la balance commerciale est de plus en plus déficitaire. C'est-à-dire que ce surcroît de pouvoir d'achat qui est accordé aux salariés, principalement, sert à acheter des produits importés. Autrement dit, ça sert à développer la croissance économique chez les autres, dans les pays qui nous exportent des produits. Et donc, il fallait réagir pour empêcher cet écrasement de la production nationale et cet envahissement des produits étrangers qui provoquait le chômage, qui alimentait le chômage. Il y avait deux choses à faire, faciles, habituelles. La première chose, c'était de
reprendre la main sur la politique monétaire et découpler le franc du mark, puisque l'Allemagne étant le principal concurrent de la France, les gouvernements, et notamment les gouvernements précédents de Giscard et celui de Mitterrand, restent accrochés aux marques, c'est-à-dire pour essayer d'avoir à peu près la même différence de coûts, mais de manière artificielle, parce que c'était des coûts qui provenaient d'une politique monétaire qui n'était pas soutenable pour la France. Et la deuxième chose à faire, donc après le découplage du franc et du mark, la deuxième chose à faire était de prendre des mesures protectionnistes. Ces deux mesures radicales, parce qu'évidemment, si le gouvernement socialiste de l'époque avait pris ces mesures, eh bien, évidemment, il y aurait eu une confrontation avec les thèses néolibérales qui étaient en train de se développer, et particulièrement avec l'Angleterre, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui venaient d'élire Thatcher d'un côté et Reagan de l'autre. Le Parti socialiste, Mitterrand n'ont pas eu le courage de faire ça. Ils ont préféré se couler dans la mondialisation qui était en train de se mettre en place, c'est-à-dire la stratégie des classes dominantes pour reprendre la main sur le monde du travail. Et ils ont décidé de diviser la droite. Parce que ce qui était en train de se passer, c'était la défaite assurée des socialistes. Et pour éviter cette défaite, Mitterrand a fait deux choses. Premièrement, il a ouvert grand les portes des grands médias audiovisuels qu'il contrôlait désormais, puisque TF1, France Inter, etc. avaient été nationalisés. Ils avaient bourré ces organes de presse de journalistes socialistes, et donc ils n'ont eu aucune difficulté à convaincre des rédactions acquises d'avance à inviter en permanence Jean-Marie Le Pen pour fabriquer un personnage, et le talent particulier de Le Pen, comme de sa fille aujourd'hui, eh bien, a fait le reste. Il fallait fabriquer un personnage, un parti politique, présentant des risques, faisant peur, pour susciter un réflexe de mobilisation de la gauche face à cette peur artificiellement gonflée, et pour diviser la droite. Et la deuxième mesure prise par Mitterrand a été de changer le mode de scrutin, puisqu'à l'époque, c'était le scrutin par circonscription, et le scrutin par circonscription a ceci de particulier, qu'il y a une prime, disons, au notable local. Il y a une prime à la notoriété locale, et le fait de ne pas être implanté localement, de ne pas avoir d'organisation implantée localement, élimine les candidats qui voudraient se présenter aux élections législatives dans le cadre d'un scrutin par circonscription. Et donc Mitterrand a décidé de mettre en place la proportionnelle. Ben, la proportionnelle, c'est beaucoup plus facile quand on a un parti politique qui n'a pas d'implantation locale. Il suffit d'avoir 100 candidats plus 100 suppléants, et ça fait une liste, et puis c'est tout. On n'a pas besoin d'avoir d'implantation locale. En plus, si on passe dans les médias, c'est parfait. Et donc, l'objectif était de diviser la droite au Parlement pour introduire le FN et conserver la majorité. Le Parti socialiste porte l'entière responsabilité du développement du Front National, à la fois par la politique qu'il a menée et par les opérations souterraines d'encouragement au développement du Front National. Aujourd'hui, ce que font Hollande et Valls, c'est exactement la même chose. Il s'agit
de créer les conditions pour que le Front National arrive en tête aux élections départementales. Alors, bien sûr, pour un certain nombre de gens, ça peut apparaître bizarre. Hein, les gens peuvent se dire, mais comment est-ce possible un truc comme ça? Mais oui, les socialistes ne vivent que de cette manière-là, par des coups tordus. Ce sont les plus tordus qui existent. Quel est l'objectif? Quelle est l'opération qui est en cours? L'opération en cours, c'est de créer les conditions de la victoire des socialistes en 2017 à l'élection présidentielle. C'est ça l'objectif. Alors pourquoi ils en arrivent à ce genre de magouille? Parce qu'aujourd'hui, personne ne mettrait un copec sur l'élection d'un socialiste à la présidence de la République en 2017. Que ce soit Hollande, que ce soit Valls, que ce soit Ségolène Royal, Martine Aubry, Montebourg, enfin il y en a une charrette. Mais personne ne mettrait un copec sur leur tête. Ils sont balayés. Comment faire dans ces circonstances pour tenter de gagner quand même? Ben, c'est pas compliqué. Alors, ils pourraient changer de politique. Hein. C'est-à-dire qu'ils pourraient décider de faire une politique en faveur du peuple. Hein. Mais ils n'ont pas du tout l'intention de changer de politique. Ils sont au service des classes dominantes. Et donc, sans changer de politique, comment on peut faire? Ben, on peut faire de la magouille. Et on peut faire de la magouille avec une montée en puissance de ce qu'avait fait le Parti socialiste jusque-là, c'est-à-dire aller encore plus loin avec, d'ailleurs, c'est jouer avec le feu en même temps. Parce que l'objectif, c'est bien de faire la démonstration qu'il y a un risque avec le Front National. Et pour que ce risque, parce que beaucoup de gens, dans l'électorat de droite, dans l'électorat de gauche, dans l'électorat qui n'est ni droite ni gauche, ne croient pas, jusqu'à présent, à l'hypothèse d'une victoire électorale du Front National. Ils n'y croient pas parce que pour gagner l'élection présidentielle et gagner l'élection législative, il faut des alliances. Il n'y a pas, dans les décennies qui viennent de s'écouler, de cas où un seul parti a réussi à avoir la totalité la majorité au Parlement. Même quand il y a la majorité absolue au Parlement, il y a des alliances. Les socialistes avec les Verts ou avec le Front de gauche et l'UDR à l'époque, RPR avec les centristes, etc. Le Front National, non seulement ne veut pas d'alliance, mais personne ne veut s'allier avec lui, pour l'instant. Pour l'instant. Parce qu'il devient fréquentable, de plus en plus. Et on voit des transfuges, des gens de l'UMP qui passent au Front National. Ce ne sont pas des alliances, mais on sent que des choses se passent de ce côté-là. Hein, la dédiabolisation du Front National contribue à tout cela. Et donc il faut rediaboliser le Front National. Pourquoi? Parce que, comme les gens sont sceptiques, très majoritairement, sur l'hypothèse d'une victoire électorale du Front National, il faut les faire changer d'idée. Il faut mettre dans les têtes qu'il y a désormais la possibilité d'une victoire électorale du FN. Mais comment y parvenir? Eh bien, l'élection départementale, c'est comme l'élection européenne. Ce sont de fausses élections. Parce que c'est des élections qui servent à rien. Enfin, elles servent à créer des illusions. Bon. Et donc, l'élection départementale, si le Front National arrive en tête, c'est parfait. C'est la preuve. C'est la preuve. Et s'il gagne des départements, ce qui est possible, plusieurs départements peuvent passer au Front National. Le Parti socialiste ne rêve que de ça. Évidemment, il va perdre quelques miettes, mais c'est pour gagner plus tard, en 2017, les législatives
il va perdre des grosses miettes, mais il l'espère, c'est un investissement. Hein. Le Front National est un très bon investissement pour le Parti Socialiste. Et donc si le FN gagne les élections, arrive en tête des élections départementales, et qu'il gagne quelques départements, la preuve sera faite qu'il est crédible, qu'il devient crédible pour une victoire électorale décisive, significative en 2017. Et donc, à partir de ça, l'objectif du Parti socialiste est bien à la fois de mobiliser l'électorat de gauche pour lui dire attention, il y a danger. Certes, on n'a pas fait tout ce qu'on aurait dû faire, mais en 2017, c'est plus tellement le problème. Le problème, c'est de sauver la patrie, c'est de sauver la République, et on entendra les grands mots, les grandes valeurs, la liberté, la solidarité, la République, et patati et patata. Et donc, il faut faire barrage à la barbarie, il faut faire barrage au racisme, etc. Toutes choses qui sont vraies, bien entendu. Et dans cette opération, les Verts, évidemment, qui n'existent que pour ramasser les miettes, seront là, parce qu'ils seront servis. Il y aura un accord électoral pour les élections législatives, leur accordant un certain nombre de circonscriptions. Ça leur suffira. Le Front de gauche, mais il sera ravi d'éviter de se compter, parce qu'au rythme où il va pas rester beaucoup de monde. Et donc, si le Parti socialiste, ce qui a déjà été fait, lui demande de ne pas présenter de candidat en 2017, mais le Front de gauche ne présentera pas de candidat, bien entendu. Les communistes sont déjà donné leur accord. Mélenchon fait une résistance d'apparat, parce qu'il a besoin d'exister, mais il s'aplatira lui aussi. Et donc, le Front de gauche appellera à voter socialiste. Bien sûr, ils font déjà des alliances municipales, ici ou là, aux dernières municipales. Donc voilà ce qui va se passer. Les électeurs de gauche et les autres seront invités à se mobiliser dès le premier tour pour faire barrage au Front National, pour permettre la présence au second tour du candidat de gauche. Et on voit bien que l'usage du mot de gauche permet de faire passer toute cette stratégie un peu machiavélique qui est en train d'être menée par le Parti socialiste. Parce que l'objectif, c'est d'être présent au deuxième tour. Et pour être au deuxième tour, il ne faut pas qu'il y ait d'autres candidats de gauche au premier tour. C'est pareil pour la droite. C'est exactement le même schéma pour la droite. Si la droite veut avoir un candidat présent au second tour, il faut éliminer tous les candidats de droite qui ne seront pas proposés par l'UMP. C'est ce qui est en train de se passer avec des tractations, avec Bayrou, avec un tel. Évidemment, il faut monter les enchères, parce que là, on voit que les places sont chères. Donc, on ne peut pas voter pour tout ce monde-là, pour ces raisons, parce que cette stratégie est une stratégie suicidaire, tout simplement. La question, c'est de résoudre les problèmes de la population. Ça n'est pas de monter des aberrations de cette nature qui, de toute manière, vont agir comme un boomerang. Et ce système va exploser au visage des socialistes, de la droite et de tous ceux qui auront trempé dans cette affaire-là. Et donc, je termine. Le quatrième enjeu de cette élection, c'est bien de faire émerger les forces politiques, les personnalités qui, à l'instar du MPEP, veulent reconquérir la souveraineté de la France, sortir de l'Union européenne et de l'euro, pour donner le pouvoir au peuple, afin de s'attaquer sans plus tarder à la crise, principalement par la suppression du chômage et de la précarité.
c'est un assainissement politique qui est nécessaire. Et le coup de balai doit donc emporter du même élan toute cette population de partis politiques avec lesquels on ne peut plus avancer. Et donc nous appelons à voter pour les candidats du MPEP, là où ils se présentent, pour des candidats alternatifs hors système, là où il y en a, sinon c'est le vote blanc. On ne peut pas voter pour tous ces gens-là. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles, dans ce canton de Bordeaux 5, il y a la présence de 4 candidats du MPEP que l'on peut remercier pour leur courage, leur abnégation, leur dynamisme, mais qui sont récompensés, je crois, d'après ce qu'ils disent, par l'accueil chaleureux d'une grande partie de la population, qui dit être en accord avec ce que nous disons, mais qui, peut-être au dernier moment, hésitera parce que voter pour des partis inconnus, qui n'ont pas de notoriété publique, c'est quelque chose de difficile. Eh bien, c'est à nous de convaincre dans les derniers jours de la campagne que notre candidature, nos candidats, sont ceux pour lesquels les citoyens qui en ont assez de cette situation doivent voter, justement parce que nous sommes un jeune parti politique et que les candidats que nous présentons sont des candidats qui agissent avec abnégation pour le sens, pour l'intérêt général, pour l'intérêt du peuple.